Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette étape numéro 15 du Tour de France 2023, étape qui est arrivée du côté de Saint-Gervais, étape sur laquelle je misais un petit peu, et puis au final, bon, c'était moyennement animé, on va dire. Animé en début d'étape, il y a eu une grosse chute, ensuite ça s'est calmé, et puis après, je dirais que la victoire s'est faite de manière assez linéaire sur cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également aller voir EPS 2.0 sur la plateforme de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Vous abonnez également du côté de Spotify. Si vous voulez soutenir la chaîne et que vous en avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks. Je salue la personne de Singapour. Je ne savais pas que j'étais suivi du côté de Singapour. Ça me permet aussi d'apprendre des choses. J'ai appris comme ça que j'étais suivi au Canada, en Suisse, avec les super thanks. Donc je remercie les gens qui le font. Et puis EPS 2.0, TikTok également, le débrief rapide juste après l'arrivée. N'hésitez pas à poser vos questions, également départ fictif. J'enregistre demain dans l'après-midi. Voilà, donc posez vos questions sur le Tour de France homme, 3e semaine. Sur le Tour de France femmes également, sur cet épisode de départ fictif. Bon, on commence tout de suite avec cette étape qui était très animée en début de journée, encore une fois, pour prendre l'échappée. C'est-à-dire qu'on voyait, il y avait énormément de coureurs qui voulaient prendre l'échappée. Il y a eu cette grosse chute due à un spectateur. Je vais revenir encore une fois sur le comportement des spectateurs. J'espère que les mecs qui ont un comportement qui n'est pas responsable, il y a un truc en France qui s'appelle mise en danger de la vie d'autrui. J'espère que les gens vont porter plainte. Voilà, que ça soit Steph Kras, que ça soit là les coureurs qui sont incriminés dans cette chute, parce que faut pas que ça reste impuni, ce genre de choses. Alors même si ça sera avec une amende, parce que je pense que c'est ça à peu près, mise en danger de la vie d'autrui, en France, il faut que ça soit indiqué. Faut pas que ces gens-là se croient tout permis, parce que j'ai vu une image de vidéo de François Pervis qui montrait des séquences avec le public hier, c'était du grand n'importe quoi. Hein. Et il y a certains qui disent « Oh, c'est la ferveur ». Non, la ferveur, ça ne te permet pas de tout laisser faire. Pas parce que là, il y a de la ferveur qu'il faut mettre en danger les coureurs, je suis désolé. Au Danemark, il y avait de la ferveur et pourtant il n'y avait pas de danger au niveau des coureurs. Je reviens toujours à mon analyse du Tour de France l'année dernière, mais bon, il y avait de la ferveur sur le bord des routes et pourtant, il n'y a aucun moment on a été mis en danger par les spectateurs. C'est un moment au public aussi de se contrôler, mais j'espère qu'il y aura des amendes. Voilà. Pour rappeler à ces gens-là que le téléphone, déjà qu'il ne faut jamais tourner le dos au Tour de France, sinon dans ce cas-là ça ne sert à rien de venir. On ne tourne pas le dos à un concert, si tu vas voir un concert de musique, tu ne tournes pas le dos, sinon ça n'a aucun intérêt, tu perds quand même énormément de la qualité du produit. Et donc là c'est pareil avec le Tour de France, et dans ce cas-là vous avez qu'à pas venir, mais bon. Je pense que mon appel ne sera pas entendu parce qu'encore une fois, je le dis toujours, mais les gens qui ont ce genre de comportement, c'est rarement des gens qui suivent le cyclisme toute l'année. Donc, nous, on a beau en parler dans nos vidéos, je suis pas le seul. J'ai vu Florian Chabal également parler comportement sur les vidéos des Tours de France. Mais bon, j'en ai parlé hier ou avant-hier, je sais plus. Il y a 30% du public qui est fan de vélo, 70% du reste n'est pas fan de vélo, mais bon. C'est toujours un petit peu problématique ce genre de comportement et les chutes qui en résultent. Donc après l'étape s'est calmée. Et puis en fait le groupe de 4 est parti trop facilement pour moi. Je pense que dans le groupe de poursuivants, des Barguil ou des Thibaut Pinot ou autres ou Uran ont laissé partir trop facilement le groupe de devant. Peut-être également que la chute de Uran n'a pas aidé. Mais il fallait pas laisser partir. Tu laisses pas 20 secondes avant Nart. Voilà. Parce que tu sais qu'après ça va devenir compliqué. Et puis à la fin, Wout Poels qui a été le plus fort, mais qui était le plus fort du groupe. Et jusqu'à, allez, je vais te dire
30 bandes de l'arrivée, je m'étais dit, oh, bah, en plus, on voit même pas que France Télévisions, il n'y a pas la moto, parce qu'ils ont dû se démerder, tu vois, qu'il leur manque une moto-caméra, ils ont dû se démerder pour avoir le même nombre de moto-caméras. Alors, je me suis dit, oh, c'est presque bien, dis donc. Et puis, bah, oui, bah, j'avais oublié les 10 dernières minutes. Hein. Woodpool, s'il attaque, je pense qu'en tout et pour tout, en 25 minutes, on a dû le voir 2 minutes 30. Mais je suis même pas sûr. Et à l'arrivée, on le voit 2 secondes. Je trouve que de la part d'Anthony Forestier, c'est un manque de respect énorme. Voilà, c'est un manque de respect. Ce mec-là, en plus, il n'a jamais gagné d'étape sur les grands tours, mais c'est quand même un mec qui a un énorme palmarès. Et même si c'était un mec qui n'avait pas de palmarès, il gagne une étape sur un grand tour. On respecte un mec qui gagne une étape sur un grand tour. Sinon, dans ce cas-là, on ne met plus de victoire d'étape. Hein. Le mec qui finit premier d'une étape, on lui donne rien. Voilà, il ne remporte pas le classement, on prend en compte que le classement général. Mais bon, encore une fois avec Anthony Forestier, hein. Je trouve ça extraordinaire qu'il filme encore le Tour de France. Je crois que ça fait 4 ans, 5 ans qu'il filme le Tour de France, enfin qu'il réalise le Tour de France. J'ai l'impression que c'est presque de pire en pire. Mais comme je le dis toujours, à ce niveau-là, c'est du talent. Donc réussir à rater autant de choses, voilà, c'est du talent. Bah, après, si les autres télévisions internationales ne se plaignent pas, ça risque de continuer comme ça l'année prochaine. Hein. Je sais pas, il faut peut-être faire une pétition sur change.org. Arrêter les Tours de France avec Anthony Forestier. Je ne sais pas, envoyer des lettres à France Télévisions. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour avoir une meilleure réalisation sur le Tour de France et le retour des écrans splittés. Je suis pour le retour des écrans splittés sur les grands tours. Hein. Le Tour d'Italie ne le fait plus non plus, le Tour d'Espagne pareil. Je trouve que pour pas rater d'image, c'est quand même une belle invention. Regardez notamment en Formule 1, regardez voilà, et vous n'êtes pas obligé de couper même l'écran en deux. C'est-à-dire qu'en Formule 1, vous voyez, c'est un tout petit carré en bas. Bien fait ça, hein, le tout petit carré, enfin en bas à côté des écarts. En moto, pareil. Vous pouvez voir les bagarres comme ça avec un petit carré d'image. C'est vachement bien fait. Puis encore, là, c'est pas le contre-la-montre de demain, parce que le contre-la-montre fin de mardi, je comprends toujours pas comment le contre-la-montre qui est le mieux filmé de l'année, c'est celui des championnats de France. C'est vraiment, et je l'attends chaque année, hein, celui des championnats de France. Ça fait depuis 4-5 ans que j'attends vraiment le contre-la-montre des championnats de France, parce que je trouve que j'adore le contre-la-montre, mais c'est super mal filmé les 3 quarts du temps. Et le seul qui est bien filmé, c'est celui des championnats de France, quand c'est Eurosport qui fait. Donc voilà, et je l'attends avec... parce que là, on n'aura pas de temps intermédiaire, on n'aura pas les temps qui resteront affichés en bas. C'est fou, il y a la Formule 1, les qualifs en Formule 1, ça me passionne. Pourquoi ? Parce qu'on sait ce qui se passe à n'importe quel moment du circuit. Pourquoi on ne peut pas avoir plus d'infos sur le Tour de France avec le tracking GPS ? C'est dingue ça quand même. Qui regarde ce qui se passe en Formule 1, vraiment, et en moto, sur comment ils réalisent les qualifications. Parce qu'un contre-la-montre, c'est pareil qu'une qualification. Je trouve ça extraordinaire. Bon, on passe au sondage, après cet énervement, mais qui est un petit peu collectif, enfin qui est un petit peu répétitif tous les soirs. Qui va finir 3ème de ce Tour de France ? Alors, Carlos Rodriguez, ils m'ont dit, il y en a un qui m'a marqué dans les commentaires, « tu respectes pas le blaze du mec ». J'ai fait un copier-coller, je l'ai fait, il devait être 21h15, vraiment, parce que ça voulait pas vraiment uploader, enfin je l'ai fait un peu plus tard que d'habitude. J'ai pas vérifié le copier-coller, ça c'est une erreur de ma part, mais c'est un copier-coller de Pro Cycling Stats. Et encore une fois, le problème c'est que sur YouTube, une fois que vous le mettez en ligne, le sondage, vous ne pouvez plus le modifier. C'est-à-dire, pour le modifier, il faut le supprimer. Alors, quand tu t'en aperçois le lendemain matin, voilà, quand il y a déjà 200 votes, tu sais très bien que c'est fini. Bon, dommage, voilà, j'ai fait l'erreur. 60% donc pour Carlos Rodriguez, Jane est à 21%, Adam Yates à 12%, ce qui je trouve est un score assez faible. Moi j'aurais plutôt pensé qu'Adam Yates aurait eu le score de Jane Lay inversement. Sepp Kuss 5%, et puis Jonas Vingegaard ou Tadej Pogačar 2%. Bon, au cas où il y en a un des deux qui serait en difficulté sur la 3e semaine du Tour de France ou qui aurait une chute, pourquoi pas. Note de l'étape. 12 sur 20, j'ai eu vraiment eu le sentiment aujourd'hui que beaucoup de coureurs étaient fatigués. Vraiment que là, en termes d'énergie, il n'y avait plus grand-chose.
Et comme en plus l'échappée a encore mis du temps avant de sortir, parce que ça a pris quand même encore une grosse heure de bagarre, bah, plus les jambes qui étaient lourdes, plus un parcours qui était quand même difficile sur la fin, je pense que ce qui a fait qu'il n'y avait pas énormément de spectacles, ça s'est fait de manière assez linéaire quand même. Et puis bon, bah, pour le général, pour le moment, ça reste... on est sur une journée où, bon, derrière, ça s'est fait à la pédale. C'est-à-dire que les mecs, ils ont craqué les uns après les autres. Et puis après, derrière, bon, bah, du côté de Vingegaard et Pogacar, on reviendra au combat mardi, même si aujourd'hui, peut-être que Pogacar, un petit coup de moins bien, parce que bah, il me semblait moins... Ses attaques me semblaient moins fortes, que, voilà, moins explosives que les jours précédents. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Burgodo. Encore un podium pour Total. Je pense que Burgodo, il peut avoir peut-être un peu de regrets. Il pouvait peut-être jouer le match avec Van Aert, mais voilà, s'il s'était pas fait lâcher dans la descente. C'est surprenant en plus parce que Burgodo, c'est plutôt un mec qui descend bien. Mais je pense qu'il était un peu au point de rupture en haut du col des Aravis. Du côté de Burgodo. Mais voilà, il fait un bon Tour de France. Ça va, je pense, lui donner beaucoup de confiance à Burgodo. Pour lui dire déjà que c'est un bon puncher et qu'il est capable de rivaliser, mais qu'il est capable également de bien grimper. Dans ce rôle de baroudeur, je trouve qu'il s'en sort très bien. Il a des qualités de puncher, mais je pense qu'il pensait qu'il n'avait pas les qualités suffisantes pour aller jouer avec les meilleurs. Burgodo. J'espère qu'il va comprendre, Burgodo, qu'il a la qualité, les qualités même, pas une seulement, de jouer avec les meilleurs. C'est-à-dire qu'il a une bonne résistance, une belle endurance, belle capacité de récupération, parce que c'est quand même pas la première fois qu'on le voit à l'avant de la course. Bon punch, belle capacité d'accélération. Voilà. Bon, maintenant, il y a encore un petit peu de travail peut-être au niveau tactique pour Burgodo. Mais voilà, je pense que c'est un coureur qui fait partie des purs produits là, de la formation JR Bernodeau, la JR School Institute Vendée. Mais tu vois, ça fait partie des bons coureurs de Jean René. Et c'est un coureur très intéressant. Le look un peu à la Philippe avec le bouc. Mais ouais, il est bon. Et je trouve que c'est un coureur voilà, qui est prometteur, qui va encore progresser. Et je pense qu'il peut faire vraiment des très très bonnes choses à l'avenir, peut-être encore dans ce Tour de France, parce que ce Tour de France n'est pas fini. Et vu comment il a été bon là dans le final, je rappelle, il y a une étape qui s'appelle le Markstein. Bah, ça pourrait peut-être le faire, surtout si beaucoup de coureurs sont vraiment fatigués au moment du Markstein. Il y aura peut-être plus grand monde en échappée. Et un Burgodo, ça pourrait vraiment le faire. Deuxième coureur au top, Guglielmi à Rotembarguil. On a bien compris que le Giro il lui est resté dans les pattes et que c'était peut-être pas l'idée du siècle d'enchaîner Giro et Tour. Il aurait peut-être fallu plutôt faire Giro et Vuelta, mais c'est compliqué pour un sponsor comme Arkea français de ne pas avoir l'un de ses coureurs les plus populaires au départ. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont pris Barguil, mais on voit bien que Barguil il n'a pas récupéré de son Tour d'Italie où il a fait beaucoup d'efforts. Et puis peut-être que cette année, il est quand même un temps en dessous, parce que même sur le Giro, il avait du mal à accrocher quand même les meilleures roues sur certaines étapes. Et du côté de Guglielmi, bah, c'était une belle journée. Il s'est bien accroché dans le final. Je crois qu'il finit 10e, 9e ou 10e aujourd'hui, Guglielmi. Je n'ai pas vérifié. Hop, Guglielmi, il finit 9e devant Warren. Voilà, c'est une belle étape pour le Français, qui s'est bien battu. Il avait déjà été en échappée, précédemment sur ce Tour de France. Donc voilà, c'est un Tour de France intéressant pour lui. Pour Arkea, c'est un petit peu... C'est moyen, c'est pas décevant parce que je m'attendais pas à grand chose de la part d'Arkea. Mais du côté de Guglielmi, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal aujourd'hui parce que 9e, c'est pas un pur grimpeur, c'est un mec qui a commencé chez Groupama, Guglielmi. De tête, même l'équipe continentale. Ensuite, il a fait 2 ans chez Groupama. Il est en fin de contrat. Voilà, je pense qu'il fallait qu'il se montre un petit peu parce que c'est vrai qu'il n'avait pas 150 résultats dans sa carrière. Donc c'est important pour lui de se montrer sur ce Tour de France. Et je trouve qu'il fait un Tour de France intéressant. Voilà, c'est sa 3e échappée, parce qu'il était échappé du côté de Bilbao, du côté de Bordeaux et de Saint-Gervais.
Donc voilà, c'est bien ce qu'il fait, le coureur français sur ce Tour de France. Là aujourd'hui, bon, quand ça a commencé à sortir, il était un peu limite, mais il fait vraiment une belle étape. C'était bien, voilà, une belle journée pour Guglielmi, qui c'est vrai n'a pas de grands résultats à son palmarès, hein. Pas de victoire chez les pros. 5e d'une étape du Tour d'Italie en 2021, 7e d'une étape du Tour d'Espagne en 2022. C'est presque sur les grands tours, il a ses meilleurs résultats. 3e d'une étape du Tour de la Lumière en 2018. 3e d'une étape du Crest-Brez Elite en 2018. Et 11e de la Classica Rennes Parisor intérieur en 2022. Voilà, ça serait bien qu'il y ait une petite victoire dans sa carrière. Voilà, 8e du général du Giro Ciclisto d'Italia, qui l'avait remporté cette année-là. C'était Ardilla devant Rubio, en général, hein. Et devant Alba, Covi, Conca, Schönquin, Pena et Guglielmi. Voilà, qui avait fini 8e du général, devant Victor Verschave et Filippo Zana, qui avait fini 10e. Voilà. On poursuit avec du côté des Français, Adrien Petit. Je voulais le mettre en avant, déjà parce que ce soir, s'il termine l'étape, alors je vais vérifier, parce que pour l'instant, s'il termine l'étape, il doit récupérer le dossard de super combatif, et il va le récupérer parce qu'il n'a même pas fini dernier, il a fini 154e. Derrière lui, il y avait Campenart, Morkov et Chesbol. Voilà, donc c'est bien ce qu'a fait Adrien Petit, juste derrière Axel Zinglet et Jordi Meus. Et voilà, qu'on le récompense. Le Bison a souffert hier et aujourd'hui, mais c'est bien qu'il veuille continuer le Tour de France. Parce que je pense qu'il n'y en aurait plus d'un qui aurait abandonné, vu ce qu'il a pris, parce que vraiment c'est... grosse blessure, hein, derrière la cuisse, elle est énorme sa blessure, puis il semblerait qu'au niveau de la cheville aussi. Il s'est pris une pierre en fait, hein, sur le bas-côté. Il a glissé et sur le bas-côté il s'est pris une pierre, il n'a pas pu éviter la chute, vu comment ça glissait. Et même les médecins du Tour ne voulaient pas qu'il reparte, il est reparti. Donc courageux Adrien Petit, parce que il sait que là maintenant son Tour de France va être très compliqué en 3e semaine, parce que se remettre d'une blessure comme ça, mais il continue parce que c'est le Tour et qu'on n'abandonne pas le Tour de France, à part si on peut vraiment plus continuer. Et Adrien Petit, voilà, il fait honneur au Tour de France. Et voilà, je suis content que ce soir il récupère le dossard de plus combatif. Ça aurait été encore mieux hier, mais bon, voilà, ce soir il récupère le dossard du plus combatif. Il l'aura pour le contre-la-montre, et au moins on le mettra en avant sur le contre-la-montre. Alors après, certains diront le plus combatif, oui, moi je suis pas pour, je sais dans les commentaires. Je vais redire ce que j'avais dit, je crois déjà l'année dernière. Le problème du plus combatif, c'est le nom de ce dossard. C'est pas le nom du plus gros animateur de la course, c'est le nom du plus combatif. Donc pour moi, le plus combatif, c'est celui qui s'est vraiment cassé le cul sur un vélo dans la journée. Et se casser le cul sur un vélo, c'est pas forcément l'avant de la course, ça peut se passer à l'arrière. Et pour moi, voilà, Adrien Petit, hier, il s'est vraiment cassé le cul sur un vélo. Aujourd'hui aussi, parce que je pense qu'il était courbaturé. Et moi, je me souviens quand Hoogerland et Fletcher avaient reçu ce dossard, moi je trouvais que c'était bien. Et c'était seulement la première fois que c'était pas un coureur à l'avant de la course qui recevait ce dossard-là. Et moi je trouve que là, c'est une bonne idée de mettre en avant le mec qui se casse vraiment le cul pour finir une étape. Voilà. Le problème, c'est que certains pensent que c'est le dossard du plus animateur de l'étape. C'est pour ça qu'ils ont du mal à comprendre. Mais dans ce cas-là, on appellerait ça le dossard de l'animateur de la journée. C'est pas comme ça que ça s'appelle le dossard du plus combatif. Pour moi, hier, Adrien Petit, et aujourd'hui aussi, c'était le plus combatif de cette étape. Ça ne veut pas dire que je dis que Wout van Aert, par exemple, hier, n'a pas été combatif. Il a été pour moi. Oui, il faut combattre pour être animateur de l'étape, hein. Mais par rapport à Adrien Petit, pour moi, Adrien Petit était plus combatif. Après, s'il y avait eu un dossard de l'animateur de la journée, je l'aurais donné à Van Aert hier. Parce que pour moi, ce qu'il a fait, c'était du grand spectacle. Voilà. Mais il n'y a pas le dossard du plus spectaculaire de la journée. C'est dommage. C'est peut-être un truc qu'il faudrait inventer sur le Tour de France. Et puis c'est là où on voit aussi, quand on voit Adrien Petit, que les cyclistes ne sont pas faits du même bois que les gens normaux, et que dans beaucoup de sports, on n'aurait pas continué. Le cycliste est quand même un mec à part au niveau de la douleur. Bon, plus, moins, Groupama, Godu, c'est un peu comme tous les jours, c'est-à-dire que c'est un tour en dessous des meilleurs.
Voilà, hein, le top 10, Jalabert était un peu plus dur que moi, il disait le top 10, il aura du mal à le faire. Bon, quand tu regardes les opposants au top 10, c'est Félix Gall, bon, qui je pense est un peu au-dessus pour le moment, Félix Gall, mais sinon c'est Guillaume Martin. Guillaume Martin est pas mieux que Godu. On va regarder les mecs derrière. Pidcock, il a quand même un petit peu du mal. Et puis ensuite, il y a quand même un écart. Hein. Pinot, il est déjà à 6 minutes derrière. Donc à part s'il prenait une échappée qui revenait devant, je pense que ça sera quand même compliqué. Après, top 10, ça sera décevant. Parce que en fait, Godu, pour lui, c'était top 5. Il ne voulait pas faire autre chose que top 5. Donc pour lui, top 10, c'est décevant. Ce qui peut sauver son Tour de France, c'est une victoire d'étape. Mais bon, col de Lalo, ça semble compliqué quand même. Je pense que ça va rouler fort. Donc ça laisse le Markstein, mais pour que ça joue la gagne sur le Markstein, il faut qu'il y ait des écarts entre tous les échelons de la course. Est-ce qu'il y aura des écarts à ce moment-là? C'est la grande question. Est-ce que le col de la Lose aura vraiment... cette étape du col de la Lose aura vraiment fait des grosses différences? Ça, c'est la grande question. Et le contre-la-montre aussi. Mais du côté de David Gaudu, oui, ça sera de toute manière un Tour de France décevant. Mais parce que tu t'aperçois quand même que chez Groupama, le seul qui est en bonne condition, c'est le seul qui n'a pas fait en fait cette préparation Tour de France, c'est Pinot. Voilà, qui est un peu moins performant que sur le Giro, mais ça c'est normal. Voilà, il a enchaîné pas mal de jours de course, en plus Thibaut Pinot, parce qu'il a besoin de jours de course pour être performant. Et je pense que là, il va faire une grosse pause avant la fin de saison. Est-ce qu'on va le voir sur le Tour du Limousin? Je ne sais pas, hein, Thibaut Pinot, mais il va vraiment se concentrer sur les classiques du mois d'octobre en Italie. Parce que je rappelle qu'il va finir sur le Tour de Lombardie. Il y aura, je pense, tout son fan club sur le Tour de Lombardie à Thibaut Pinot. Mais tu t'aperçois que Godu, c'est pas dingue. Madouas, c'est pas dingue. Bon, Geniette, il est pour moi à son niveau, mais même Quentin Pachet était assez discret. Bon, il y avait qui d'autre au départ dans cette équipe? L'Olivier Le Gac, pas dingue non plus. Van der Berg, bon, on l'a vu un jour, et Stephen Kung. Alors, par contre, Stephen Kung, on ne l'a pas vu. C'est-à-dire, il a bien fait d'abandonner le Tour d'Italie pour faire le Tour de France, Stephen Kung. Quelqu'un l'a vu, Stephen Kung, sur ce Tour de France? Voilà, parce qu'il a abandonné de son plein gré le Tour d'Italie. Bon. Voilà, je suis pas sûr que ça soit l'idée du siècle. Voilà. Au niveau rétrospectif, mais oui, la Groupama, ça a été compliqué. Guillaume Martin également, plus moins, parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'était d'aller chercher la gagne. Il reprend du temps au général, mais c'était pas son objectif à Guillaume Martin. Je pense qu'il voulait jouer la gagne. Alors, Wout Poels semblait plus fort, mais après, derrière Wout Poels, il y avait de la place. Faire un podium, c'est toujours bien quand même sur le Tour de France, ça apporte des points. Bon, il lui en a manqué un petit peu à Guillaume Martin. Il n'a pas suivi au col des Aravistes. Voilà, ils se sont fait avoir comme des bleus dans le groupe de poursuivants en ce moment-là. Parce qu'il ne fallait pas laisser de l'avance à Van Aert. Et puis ensuite, ça a eu beaucoup de mal à s'organiser. Il n'y avait aucune organisation dans le groupe de poursuivants. Alors je me dis que des fois, il y a quand même des mecs qui sont pas très futus dans les coureurs qui étaient échappés, parce que là, tu partais pour faire 5 de l'étape. C'est-à-dire qu'il fallait peut-être un peu réfléchir et collaborer entre faire 5 et faire 3. Je préfère faire 3 de l'étape. Mais bon, et, dès qu'on a décidé autrement, qui ne voulaient pas emmener certains coureurs, ce qui fait qu'ils se sont battus pour la place de 3, de 4 de l'étape. Et puis oui, même Guillaume Martin, il en manquait un petit peu dans le final. Bon voilà, c'est un peu comme Godu, c'est pas une super année, c'est pas un super Tour de France pour ces coureurs-là. Ils sont un peu en retrait par rapport aux objectifs qu'ils s'étaient fixés. Parce que Godu, même s'il finit dans le top 10, il est déjà un quart d'heure quasiment au général. Ça commence à faire beaucoup. Voilà, il est à 14 minutes 18 pour le moment, Guillaume Martin. Donc même s'il est dans le top 10 à l'arrivée de ce Tour de France, ça fera, je trouve, un peu beaucoup d'écart. Et puis il sera derrière quand même 2 équipiers, Damietz et Sepkus. Donc petite déception quand même pour Guillaume Martin. Mais encore une fois, le Tour de France n'est pas fini. Il reste une 3e semaine de course encore. On passe tout de suite au coureur au top.
pas tout de suite au coureur au top, pardon, j'allais faire une bêtise. Félix Gall, pas de chance pour Félix Gall, problème mécanique à 10 km de l'arrivée, bon bah ça lui pourrit un peu son final. Ensuite il s'est retrouvé à contretemps c'est dommage. Voilà, c'est dommage pour Félix Gall qui se retrouve 11e au général alors qu'il faisait encore une belle étape. Voilà, il perd 2 places alors qu'il faisait une belle étape. En plus maintenant il a 4 minutes d'un Yates et d'un Bilbao, ça commence à faire beaucoup, surtout que le chrono c'est vraiment pas sa tasse de thé. Voilà, la mécanique en a décidé autrement pour Félix Gall. Peut-être que la veille, il avait eu un peu trop de chance avec des coureurs qui sautaient un petit peu dans tous les sens. Peut-être que le karma s'est retourné contre Julien Jordi. Je ne sais pas. Humour, hein, bien entendu. Mais voilà, aujourd'hui, Félix Gall, il n'a pas eu de chance. Tout de suite, les coureurs au top. Attaque de Marlou. Les coureurs au top, et moi je vais en parler plus que France Télévisions. Wout Poels, j'étais surpris quand j'ai appris ça, mais c'est vrai que j'ai regardé dans son palmarès. À Wout Poels, et oui, il n'avait pas de victoire d'étape sur les grands tours. J'étais vraiment choqué parce que c'est un mec qui est quand même performant depuis de nombreuses années. Mais ouais, il n'avait pas de victoire d'étape sur les grands tours. Et ben l'anomalie est réparée. Surtout qu'il en a des grands tours à son actif parce que c'est son 21e grand tour. 8 Vuelta, 3 Giro, 10 Tours de France à son actif. Mais ouais, il n'avait jamais réussi à gagner une étape. Son meilleur résultat sur un grand tour, c'est même une 6e place sur la Vuelta. Il l'avait fait en 2017 et en 2020 au général. C'est un très bon coureur, Wout Poels. Qui a eu un rôle d'équipier pendant des années chez Sky, mais qui a un beau palmarès quand même. Enfin, dans ses 22 victoires, il n'y a pas grand-chose à acheter. 4 étapes du Tour de Grande-Bretagne, un Tour de la Communauté de Valence, un Tour de la route, du Tour d'Andalousie, Liège-Bastogne-Liège. Donc 7 étapes du Tour de France, Tirreno-Adriatico, une étape en 2015, Dauphiné, une étape en 2019, une étape de Paris-Nice, une étape du País Vasco, une étape du Tour de Pologne. C'est quand même en plus un coureur qui a été souvent équipier chez Sky, mais équipier chez Bahreïn. Chez Vacances Soleil, il était peut-être équipier également. J'ai plus souvenir de son passage chez Vacances Soleil. Mais c'est un coureur qui a commencé en 2006. Donc c'est l'un des coureurs qui a commencé le plus tôt aujourd'hui en World Tour. Qui a un contrat jusqu'à l'année dernière chez Bahreïn. Et je suis content pour Wout Poels parce que c'est un coureur qui a parfois eu des moments un peu compliqués. Et voilà, je trouve que c'est un coureur qui n'hésite pas à se sacrifier au service de ses équipiers, qui a souvent bossé aussi au championnat du monde pour d'autres leaders que lui. Et je trouve que voilà, c'est pas vrai totalement un coureur de l'ombre, mais c'est un coureur qui s'est souvent mis au service de ses équipiers. Et moi, encore une fois, quand je vous l'ai dit, quand je l'ai vu dans l'échappée, je me suis dit Bahreïn, ils ont mis 2 bonnes cartes à l'avant. Quand j'ai vu Landa et j'ai vu Wout Poels, je me suis dit ça c'est intéressant, parce qu'ils vont pouvoir jouer avec l'un et l'autre. Alors que je me disais, par exemple, chez Lidl Trek, Juan Pedro Lopez étant aux fraises, ils vont pouvoir jouer qu'avec Ciccone et Skelmose, en sachant que Skelmose, on ne savait pas trop dans quel état physique il était. Voilà, dans d'autres équipes, c'était plus compliqué. Là, je me suis dit, chez Bahreïn, ils ont une belle opportunité. Et puis Wout Poels, c'était le plus fort dans le final, 10 km 8 en solo. Mais c'est un peu un habitué aussi de ce genre de raid. Et voilà, j'étais choqué qu'il n'ait pas de victoire sur les grands tours. Donc c'est bien, parce que c'est un coureur qui continue le cyclisme à 35 ans, quand tu as 20 ans de carrière chez les professionnels. Quand il a commencé en 2006 dans une équipe qui s'appelait Fondas P3 Transfer Team. Je ne sais pas si ça va s'afficher correctement. Dans cette équipe, il y avait... Ouais, il n'y avait pas grand monde. Il y avait son frère, je pense, Norbert Poels. Ils étaient 17 dans cet effectif. Il n'avait pas gagné. Il y avait Wouter Moll, qui avait eu les meilleurs résultats de cette formation. Et Wim Stottinga. Voilà. Je ne suis pas un grand spécialiste de ces coureurs-là. Oui, c'est bien le frère de Wout Poels, qui était son frère... aîné, parce qu'il avait commencé en 2003, lui, et puis il a arrêté sa carrière en 2007. Pas de grand... 4e de la Flèche Ardennaise en 2004.
Troisième d'une étape du Tour du Loir-Cher en 2004. Voilà, bon, pas le plus gros palmarès de l'histoire. Mais ouais, c'est bien pour Wout Poels. Voilà, bon coureur, il fait du bon boulot. Content pour lui. Voilà, parce que c'est un coureur qui est arrivé en 2009 chez Vacances Soleil. Quand vous regardez, il s'est retrouvé à être professionnel avec Johnny Garland, avec un Baden-Cook, avec un Boris Bozic, notamment, avec un Marco Marcato, Diop Vestra également. C'est quand même des mecs qui ont arrêté leur carrière il y a bien longtemps. Donc voilà. Toujours marrant de voir comment les mecs ont commencé leur carrière. Ah, et puis cette équipe, donc, il a été dans l'ancêtre de Vacances Soleil, voilà, chez Team P3 Transfer Batavus, qui était en fait l'ancêtre de Vacances Soleil. Mais très bon coureur, voilà, donc belle victoire, et on a réparé une anomalie à son palmarès. Van Aert, aujourd'hui, ça a été l'animateur encore de la journée. C'est fou parce que Van Aert, dans les échappées sur ce Tour de France, bon, à part dans les Pyrénées, mais là ça fait quelques temps où c'est peut-être moins bien. C'est vrai que cette année, c'est pas une année qui est, d'un point de vue comptable au niveau résultat, c'est pas une année qui est folle. Par contre, il a fait un super boulot pour Vingegaard, je me disais même à un moment dans le final, il va peut-être se relever pour aider Vingegaard qui se retrouvait un peu seul quand Sepp Kuss est en difficulté. Bon, il l'a pas fait. Mais hier, il fait quand même un gros job pour éliminer Maïka, notamment. Là, aujourd'hui, il prend l'échappée. Il fait tout correctement. Il a juste pas beaucoup de jambes aujourd'hui. Voilà, je pense que la fatigue de l'étape de la veille, où c'est vraiment accroché, ça lui a pesé dans les jambes. C'est dommage, parce que c'est vrai que cette année, Van Aert, il n'y a pas de résultat sur ce Tour de France. Enfin, il n'y a pas de résultat, c'est-à-dire il n'y a pas la victoire, il n'y a pas la victoire qui lui ferait du bien à Van Aert. Alors le tour n'est pas fini, mais c'est vrai qu'on sent que les jambes commencent à être lourdes dans toutes les formations. Il ne va peut-être pas avoir beaucoup de liberté sur cette troisième semaine. Alors il y aura peut-être une possibilité de victoire au sprint. Mais bon, il y a quand même Philipsen qui semble un peu au-dessus. Après, peut-être que Philipsen sera fatigué. Mais c'est dommage voilà, pour Van Aert aujourd'hui parce qu'il avait tout bien fait. Et puis, bon, Wout Poels était plus fort aujourd'hui. Hein. Il est tombé sur un os. L'os, c'était Wout Poels, puisqu'il finit quand même à 2,08. C'est-à-dire que, voilà, il finit bien quoi, dans le final. Hein. Il n'y a que Burgodo qui va un peu plus vite. Mais voilà, il lui en a manqué, quoi. Tout simplement, à Wout Poels. C'est dommage. À Van Aert, c'est dommage. Il n'a pas pu aller chercher Wout Poels. Donc, voilà. Tristoun, mais il fait quand même une belle étape. Et voilà, au niveau des cuits, je pense que... Et puis, c'est quand même l'animateur de ce Tour de France. Hein. Si on devait désigner un animateur de ce Tour de France, Van Aert est quand même, je pense, pour moi, l'animateur de ce Tour de France. Mais c'est dommage voilà, qu'il n'y ait pas les résultats qui vont avec. Le super combatif qui sera connu la semaine prochaine, hein, à la même heure. On sera aux Champs-Élysées. Et ce résultat-là sera connu du côté du Tour de France. Et puis, je termine avec Adam Yates. Super Tour de France d'Adam Yates. Ça avait commencé dès le premier jour hein, à Bilbao. Je pense que le fait d'avoir récupéré le maillot jaune, ça lui a facilité le fait de se mettre au service de Pogačar. Ça l'a aidé, je pense. Et là, il fait un super job. Là, il se démène hein, pour aider Pogačar dans le final, pour faire le tempo pour Pogačar. Enfin voilà, avec Solé, ils ont fait un super rythme. Et je trouve qu'il fait pour le moment un bon Tour de France. Encore dans le match pour la troisième place, ça va être très serré. Et vraiment bien, très très bien Adam Yates. Moi j'ai bien aimé son étape, j'ai bien aimé sa journée. Après c'est pas vraiment une surprise, il avait fait un gros Dauphiné, Adam Yates. Face à Vingegaard, il avait fait un gros Dauphiné avec une équipe qui était vraiment costaud sur le Dauphiné. Presque plus costaud sur le Dauphiné que sur le Tour de France, en passant. Et puis ouais, super Adam Yates, super Adam Yates. Mais voilà, je pense que le Dauphiné, son début de Tour de France, ça l'a aidé à se mettre vraiment dans le rythme et à se mettre dans l'idée que je suis équipier. Et puis être équipier et réussir à faire un top 4 ou un top 3, ça serait quand même magnifique pour Adam Yates parce que c'est vraiment bien. Ça montre la solidité d'un coureur quand vous êtes équipier et que vous arrivez quand même à faire top 10 et ça lui donnera chez UAE un statut à part dans l'effectif. Parce
bon, quand vous avez un effectif pléthorique, c'est pas toujours facile d'avoir un statut un peu protégé. Et je pense que Adam Yates, lui, il va conserver ce statut protégé grâce à sa performance sur le Tour de France. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne du jour, Chris Neylands. Il aura des regrets ce soir, Neylands, parce que s'il y en a un qui pouvait accompagner Wout Poels dans le final, c'était peut-être lui. Quelle idée de récupérer un bidon en descente de la moto fraîcheur. Alors déjà, moi j'ai du mal à comprendre que la moto fraîcheur ait autorisé ça, mais c'est pas l'endroit pour récupérer un bidon, c'est pas en descente, faut le faire avant. En descente, tu as les deux mains sur le guidon, et voilà, tu fais, surtout quand la descente est pentue et qu'elle est un peu technique. Là, je crois que c'est une erreur de Chris Neylands, c'est une erreur, pas de chance pour lui, qui lui coûte extrêmement cher. Bon, voilà, j'espère que du côté de Chris Neylands, il pourra finir son Tour de France, parce que ça serait triste s'il ne pouvait pas finir son Tour de France. Mais ouais, ça a été, c'est difficile, voilà, c'est dommageable pour Neylands, parce que vu les jambes qu'il avait, notamment dans le col des Aravis, s'il y en avait bien un qui pouvait vraiment gêner Poels, c'était lui. Bon, c'est dommage pour le coureur laiton, parce qu'il y avait peut-être une belle victoire à aller chercher aujourd'hui. Et il aura peut-être des regrets parce qu'il a des bonnes jambes cette année, Chris Neylands, mais en termes de résultats, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas incroyable. Par exemple, sur le Grand Prix de la Marseillaise, il avait fait un énorme travail à 50 bandes de l'arrivée, 60 bandes de l'arrivée, et puis après, il avait un peu explosé en plein vol après avoir fait ce travail-là. Là, il se fait reprendre à 3 bandes de l'arrivée à Issoire, là, il tombe. Bon. Jean-Claude, malchance pour le moment. Enfin, Jean-Claude, voilà, ça se goupille pas bien pour lui. Deuxième bonnet d'âne, Genley, il perd du temps aujourd'hui, Genley, et la tendance est pas bonne. Je pense que voilà, il y avait. Alors la journée de repos arrive au bon moment pour Genley, mais bon, il a quand même subi une grosse chute. Son équipe en plus a l'air d'être un peu faiblard, parce que c'est vrai que on les a peu vus pour le moment performants. Sur cette deuxième semaine du côté de la Bora, je l'ai trouvé souvent un peu seul. Bourman semble un peu lessivé. Bob Jungels, pas très présent non plus. Bob Jungels, je rappelle qu'il a quand même réussi à re-signer un contrat grâce à un mois de performance l'année dernière. Et du côté de Genley, là ça commence. Aujourd'hui, c'était pas une bonne journée. Alors on espère que ça sera la seule mauvaise journée. Mais étant donné qu'il y a quand même un chrono demain, que c'est pas un spécialiste, mardi, pardon, qu'il y a un chrono mardi, que c'est pas un spécialiste du chrono, même s'il finit bien ses grands tours, il est quand même tombé. J'ai peur que ça soit un petit peu compliqué pour lui. Troisième bonnet d'âne, Daniel Felipe Martinez, qui a pas pris le départ ce matin. Pourquoi je mets bonnet d'âne ? Déjà parce que on l'a quand même peu vu. Ça fait depuis 1 an qu'il est à la ramasse, Daniel Felipe Martinez. Et surtout, je me suis aperçu d'un truc, il est en fin de contrat, Daniel Felipe Martinez, et je me posais la question, qui voudrait bien recruter Daniel Felipe Martinez pour l'année prochaine, alors que c'est quand même un coureur qui depuis 1 an, à part le Tour d'Algarve, n'a pas eu de résultats. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'en montagne, il est très 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 loin, en échappée, il n'est pas dans le coup non plus. Alors là, il a fait une commotion cérébrale, en plus, c'est comme Romain Bardet. Ça montre quand même qu'il y en a certains qui sont repartis avec des commotions cérébrales. Je pense que du côté d'Ineos, on n'a pas été très regardant avec le protocole commotion. Parce que Romain Bardet, lui, n'est pas reparti. Normalement, il n'aurait pas dû repartir s'il avait une commotion cérébrale, Daniel Felipe Martinez. Mais je me dis surtout, Martinez, il avance pas depuis 1 an. Comment on va lui retrouver un contrat pour l'année prochaine ? En plus, il n'a pas la bonne nationalité, parce que les Colombiens sont quand même pas très bien vus en ce moment dans le peloton professionnel. Et pour des raisons justifiées, quand vous voyez Miguel André Lopez. Donc, ouais, ça risque d'être compliqué quand même pour Martinez. Ça me semble difficile qu'il retrouve un contrat où il va falloir qu'il fasse des concessions. Rui Costa. Du côté de Rui Costa, ça a été compliqué du côté d'Intermarché.
Là aussi, hein, on est quand même sur un coureur qui est en fin de... Enfin, Rui Costa, le problème, c'est qu'on s'est toujours demandé avec Rui Costa. Il a eu une super année 2013 et déjà en 2014, c'était moins bien. C'est quand même, je crois, le champion du monde sur les 15 dernières années qui est champion du monde, mais je crois que c'est le maillot de champion du monde qu'on a le moins vu. Je crois que même Balan a été plus visible. Quand certains disaient Pedersen, ouais, il n'a pas fait une grande saison de champion du monde, je crois que celui qui a fait la pire saison de champion du monde, c'est Rui Costa. Il a été quand même quasiment inexistant depuis 2013. Alors, il a eu un rôle d'équipier avec Pogacar, mais c'était même pas le lieutenant. C'est-à-dire que quand tu vois son année 2013, c'est quand même le seul qui gagne dans des échappées sur le Tour de France 2013. Il n'y a aucune échappée qui va au bout, sauf lui, quasiment. Champion du monde derrière. Alors certes, il profite du marquage entre les deux Espagnols, mais sur un circuit qui était extrêmement compliqué. C'était un circuit qui était dur, hein, Ponferrada. Quand tu vois aujourd'hui son palmarès à Rui Costa, tu te dis, je sais pas ce qui s'est passé quand même. Et cette année, alors il a commencé très fort. Et bon, c'est un peu comme Intermarché, tu sais pas trop ce qu'ils ont pris en début de saison parce que là, ils sont amorphes, ils sont sous Exomil pour le moment, du côté d'Intermarché et il n'y a pas de résultats depuis longtemps. Si tu regardes un petit peu les résultats d'Intermarché, alors championnat d'Estonie du chrono, la victoire de Guilhermet sur le Tour de Suisse, Zimmermann sur le Dauphiné. Et sinon, c'était le Tour du Limbourg. Ouais, il n'y a quand même pas beaucoup de résultats cette année hein, pour cet effectif, qui est maintenant 12e au classement UCI. Il y a un moment, je rappelle qu'il se retrouve en tête du classement UCI. Et du côté de Rui Costa, qui voulait se relancer, on se disait, ah, pourquoi pas, il pourra peut-être se relancer. Bah, c'est quand même très décevant. Hein. Et il est en fin de contrat, et j'ai peur qu'il ne retrouve pas grand-chose, à part peut-être au Portugal, dans les équipes continentales portugaises. Je pense que ça va être compliqué. C'est quand même un mec, voilà, il y a eu quand même des résultats jusqu'en 2014-2015. Ensuite, il y a eu quand même très peu de résultats. Hein. Quand tu regardes ces 30 victoires, il y a eu quelques résultats en 2017. Saudi Tour, la première étape en 2020. Championnat du Portugal, la course sur route en 2020. Après, c'est les courses qu'il a gagnées en 2023. Et il y a quand même eu des gros trous noirs dans sa carrière, alors que c'était un mec qui faisait vraiment des super résultats dans ses premières années. Je pense que il fait une bonne année. La première année chez Lampre, elle n'est pas mauvaise, et ensuite il a disparu complet, alors que c'était un mec qui était hyper prometteur. Voilà, et quand il devient champion du monde, on se dit ça y est, on a un super coureur, et bah non, ça n'a pas réussi à confirmer. Derrière, c'est dommageable. Bon, bah nous on se retrouve demain pour départ fictif. Voilà, n'hésitez pas encore à poser vos questions dans le post, dans l'onglet communauté. Mardi, 7h, présentation de l'étape contre la montre. On fera le débrief bien entendu mardi 21h. Le débrief rapide à 17h. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et TikTok. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mag Production. Ciao, ciao!